Europe 1. Avant votre journal, à l'instant, les chiffres médiamétrie de l'audience de la radio viennent de tomber. Sachez qu'en 3 ans, vous êtes 849 000 à avoir rejoint la grande famille Europe 1. Au total, chaque jour, vous êtes 2 859 000 à écouter votre radio préférée. Alors, ces audiences, ce sont les meilleures depuis 5 ans pour Europe 1. Et ce que je voulais vous dire ce matin, c'est que c'est grâce à vous qui nous écoutez. On sait que votre temps est précieux, que les sollicitations sont incessantes pour capter votre attention. Eh bien, le fait que vous choisissiez Europe 1, pour nous, c'est un honneur, c'est une joie, c'est aussi une responsabilité. Vous êtes notre boussole. Eh bien, vos messages, vos réactions, vos encouragements chaque matin nous poussent à vous offrir ce que nous pensons être le meilleur et avec bonne humeur. Donc, merci encore au nom de toutes les équipes d'Europe 1 de votre écoute et de votre confiance. Le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Un petit air de déjà vu. Les tracteurs sont en plein cœur de Paris à nouveau ce matin. Au moins 350 engins agricoles sont en route ou déjà arrivés devant l'Assemblée nationale. Cette fois, les manifestants répondent à l'appel de la FNSEA et des jeunes agriculteurs. Bonjour Alexis Bourdon. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Vous êtes sur le parvis de l'Assemblée nationale. Les tracteurs affluent. Objectif ce matin, maintenir la pression sur le gouvernement. Oui, la FNSEA a demandé à rencontrer le Premier ministre aujourd'hui, malgré les lettres envoyées par Sébastien Lecornu pour rassurer les agriculteurs. Pour Frédéric Arnoux, secrétaire général de la FDSEA Île-de-France, le compte n'y est pas. Nous, ce qu'on veut, c'est du sonnant et trébuchant dans les cours de ferme. Donc aujourd'hui, on a besoin de redonner de la compétitivité, mais surtout, ce qu'on a besoin, c'est qu'enfin, on ait une stratégie pour l'agriculture pour les 30 ans à venir. On attend déjà des décrets d'application sur la loi du plomb, on attend que les décrets tombent. On demande un moratoire sur tous les sujets, notamment sur l'eau. On veut juste tout simplement vivre de notre métier, quoi. Autre source de crispation pour les agriculteurs, l'accord de libre-échange avec le Mercosur qui doit être signé dans les prochains jours. Selon la préfecture, vous le disiez Fanny, 350 tracteurs sont entrés dans Paris. Pour le moment, le rassemblement se fait dans le calme, même si un important dispositif de sécurité a été déployé avec des dizaines de camions de gendarmerie et de CRS pour encadrer les tracteurs. Merci Alexis Bourdon. Pendant ce temps, à Carbone, près de Toulouse, après un mois de blocage, les agriculteurs mobilisés sur l'A64 sont en train d'être délogés. Vous êtes sur place pour Europe 1, Charles Huillier. Oui, tout à fait. L'évacuation tarde à débuter ici car ces ultras de l'A64 ne veulent pas quitter les lieux sans compensation. C'est pour cette raison qu'en ce moment, des négociations sont en cours. Elles ont lieu sous le chapiteau érigé sur cette autoroute depuis un mois désormais. Un chapiteau entouré en ce moment par une centaine de CRS. La presse n'y a pas accès. La tension est évidente car ces actuels pourparlers entre la sous-préfète et ses agriculteurs portent sur plusieurs sujets. Les revenus agricoles, le protocole d'abattage concernant la dermatose et bien sûr le Mercosur. Inutile de dire que ce sera très compliqué d'obtenir quoi que ce soit ce matin et que l'évacuation des lieux après 32 jours de présence semble inéluctable dans les heures qui viennent. Merci Charles Huillier, correspondant d'Europe 1 en Occitanie en direct de l'A64 à Carbone. En Corse à présent, le choc après la mort hier après-midi d'Alain Orsoni. Tué pendant le deuil, voilà le titre de Corse Matin aujourd'hui. À 72 ans, l'ancienne figure du nationalisme corse a été abattu d'une balle dans le cœur ou dans le thorax alors qu'il assistait aux obsèques de sa mère. Bonjour Frédéric Michel. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Envoyé spécial d'Europe 1 en Corse, vous êtes en direct de Véro, village natal d'Alain Orsoni, à une trentaine de kilomètres d'Ajaccio. C'est là qu'il a été tué hier. Est-ce que l'enquête avance ce matin, Frédéric ? Écoutez, le tout nouveau parquet national anticriminalité qu'au saisit avec les magistrats de la GIRS de Marseille vont étudier toutes les pistes. Mais au vu des premiers éléments, l'hypothèse d'un crime lié au grand banditisme est sans doute l'hypothèse la plus sérieuse. Orsoni a été touché par une balle unique tirée en plein cœur par un sniper embusqué à 200-300 mètres des lieux, sans doute muni d'un fusil avec un viseur, des méthodes de professionnels. Je me trouve ce matin à Véro devant le petit cimetière accroché à flanc de colline et ici rien ne rappelle qu'hier un homme a été tué. L'abbé qui célébrait les obsèques a raconté la scène. C'est un moment de peine et de chagrin. D'un coup on entend un coup de feu et Alain tombe mort. La Corse me paraît pire que la Sicile. C'est inimaginable, conclut le prêtre. Frédéric, tous les Corses connaissaient Alain Orsoni. C'était vraiment une figure du pays depuis maintenant près de 50 ans. Il était menacé depuis longtemps.
Oui, vous l'avez dit, c'est une figure du nationalisme qui disparaît, un ancien membre important du FLNC, fondateur dans les années 80 du mouvement pour l'autonomie et ancien président du club de football professionnel d'Ajaccio jusqu'en septembre dernier d'ailleurs. Alain Orsoni, qui habituellement se déplaçait avec une voiture blindée et une importante protection, ne portait pas de gilet pare-balles hier. Il était arrivé la veille du Nicaragua, il a été exécuté alors qu'il enterrait sa mère. C'est la première fois qu'un homme est tué ainsi lors d'un enterrement, un pas de plus dans la violence ici sur l'île. En 2018, son fils avait été lui aussi victime d'une tentative d'assassinat et Alain Orsoni, en 2008, avait échappé déjà à la mort lors d'un de ses retours en Corse. Il s'était exilé depuis les milieux des années 90, depuis la guerre fratricide entre nationalistes en Amérique du Sud notamment, et notamment au Nicaragua où il gérait des affaires dans les jeux d'argent. Merci beaucoup Frédéric Michel, envoyé spécial d'Europe 1 en Corse. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h07. C'est un procès crucial qui va déterminer en partie la physionomie de la prochaine élection présidentielle. Marine Le Pen, jugée en appel aujourd'hui. Dans l'affaire des assistants parlementaires du FN, en première instance, la chef de file des députés RN avait été condamnée à 4 ans de prison, dont 2 avec sursis et 5 ans d'inéligibilité. Quelle défense, quelle stratégie va-t-elle adopter face au juge cette fois? Plusieurs options sont sur la table, William Molinier, et le choix de Marine Le Pen est cornélien. Marine Le Pen veut convaincre de son innocence. C'est un scénario à qui tout double ou bien elle est relaxée, auquel cas elle peut se présenter. À l'inverse, si elle est condamnée, elle ne pourra pas faire campagne, en tout cas pas sans risquer de mettre en péril le parti, car si pourvoi en cassation il y a, l'arrêt ne serait rendu que quelques semaines avant la présidentielle, trop court pour envisager une campagne sereine. Une troisième voie est possible, mais elle supposerait que la défense de Marine Le Pen consente à une condamnation plus légère qu'en première instance, scénario dans lequel elle serait jugée coupable, mais avec une peine d'inéligibilité réduite, ce qui lui permettrait de se présenter l'année prochaine. Quelle stratégie sera mise en place? Pour l'heure, son entourage reste discret à ce sujet. Ne surtout pas dévoiler son propre jeu et laisser l'accusation avancer ses pions pour mieux la contrer au moment opportun. William Molinier, l'audience débute à 13h30. Le procès doit durer jusqu'au 11 février avant une décision à l'été. Elle est la dernière candidate en date déclarée pour l'élection municipale de Paris. Elle en sera probablement la Benjamine. Sarah Knafo a tenu hier soir son premier meeting de campagne. Au Salon Hoche, dans le 8e arrondissement de la capitale, l'eurodéputé qui a promis de faire de Paris une ville heureuse a dévoilé ses premières mesures: sécurité, fin du millefeuille administratif ou recours au référendum. Le reportage de Maï-Hélène Trémollet. Dans une salle comble, Sarah Knafo entre en scène sur des extraits de variétés françaises et sous les applaudissements nourris. Je vous propose d'élire le courage, l'enthousiasme de Paris et la volonté d'être heureux. L'eurodéputé Reconquête promet, entre 2 attaques sur le bilan de l'actuelle maire Anne Hidalgo, de faire participer les Parisiens à la vie de leur ville en les consultant régulièrement. Le référendum, ça ne sera pas une promesse, mais un engagement. Un contrat que je signe ce soir devant vous. Plus aucun projet d'envergure ne se fera à Paris sans avoir consulté les Parisiens. 10 milliards d'euros d'économie, une division des effectifs de la mairie actuelle par 2. Sarah Knafo promet des coupes dans les subventions de la mairie de Paris, sous les applaudissements nourris des militants comme Aurélien. Je pense qu'elle est d'un naturel à davantage oser, avoir plus de courage que les candidats auxquels on est habitué. Ça peut vraiment sérieusement influer sur le cours des choses. La candidate du parti d'Éric Zemmour qui promet néanmoins qu'elle ne fera jamais perdre la droite et n'exclut donc pas d'appeler à voter un autre candidat au second tour en fonction de son propre score au premier. Un reportage de Maï-Hélène Trémollet du service politique d'Europe 1. Un mot de football, le Paris Saint-Germain éliminé dès les 16e de finale de la Coupe de France hier soir par son voisin, le Paris FC 1-0 au Parc des Princes. Merci beaucoup Fanny Marceau, c'était votre journée.